Please be seated. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier d'audience, veuillez annoncer l'affaire inscrite au rôle de la Chambre ce matin. Merci, Monsieur le Président. La Chambre de première instance 2 du Tribunal pénal international pour le Rwanda, composée des juges William H. Sekoulé, président, Solomé Balungi Bossa et Parhani Rajansan, siège ce jour, jeudi 20 décembre 2012, en audience publique pour le prononcé du jugement dans l'affaire Le Procureur contre Augustin Ngarabatware, affaire numéro ICTR-99-54-T. Je vous remercie. Merci, Monsieur Amato Adougref. Les parties veulent bien se présenter, en commençant par le banc du procureur. Bonjour, Monsieur le Président. Le procureur ainsi que le chef des poursuites qui est avec moi, M. Wallace Kapaya, avocat général principal près la Chambre d'appel, M. Patrick Gabake, Iskandar Ismaël, Christian Douglas et Faria Rekas, chargé du dossier. Merci, Monsieur le procureur. La défense voudrait bien se présenter. Bonjour, Monsieur le Président, honorable juge. Je suis Mylène Dimitri, conseil principal de M. Ngarabatware. Je suis accompagnée ce matin par mon co-conseil, M. Claver Sindaïgaya, l'assistant juridique, le Dr Degracia Sebourézé et Maître Philippe Plourde. Malheureusement, les autres membres de l'équipe, Mme Anne-Gaëlle Denier, Greg Shankman et Juvenal Baragao Ranier, ne peuvent malheureusement pas être avec nous ce matin. Merci, maître. Judgment. Jugement. Introduction. La Chambre va à présent donner lecture du résumé du jugement rendu à la présente affaire, résumé qui présentera les conclusions essentielles dégagées dans la version écrite du jugement. Ce faisant, la Chambre souligne que cette version, qui est la seule faisant foi, sera disponible dès que possible à l'issue de la mise en forme définitive. L'accusé en l'espèce est Augustin Ngarabatware. Né en 1957 dans la commune de Nyamnyumba, préfecture de Gisenyi, il a obtenu un doctorat en économie en 1986 et a ensuite travaillé dans divers ministères au sein du gouvernement rwandais. Ngarabatware a été ministre du Plan de 1990 à juillet 1994. Il était également membre du comité national du MRNED, du comité préfectoral du MRND à Gisenyi et du comité technique de la commune de Nyamnyumba. Le procureur a retenu contre Ngarabatware les chefs d'accusation suivants: entente en vue de commettre le génocide, génocide ou subsidiairement complicité dans le génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, extermination et viol constitutif de crimes contre l'humanité. Dans ces réquisitions, le procureur a abandonné le chef d'entente en vue de commettre le génocide et a maintenu les 5 autres. Il allègue que la responsabilité directe de Ngarabatware est engagée en ce qu'il a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ainsi qu'aidé et encouragé à commettre ces crimes par sa participation à une entreprise criminelle commune, tant de forme élémentaire qu'élargie. La défense a contesté l'ensemble des charges et la crédibilité des éléments de preuve produits par le procureur. En outre, elle a invoqué un alibi pour les périodes courant du 6 au 12 avril 1994, du 23 avril au 23 mai
1994 et du 23 juin au 3 juillet 1994. Elle fait valoir que Ngiraba Touré devrait être acquitté de tous les chefs retenus contre lui. Le procès en l'espèce s'est ouvert le 23 septembre 2009. La Chambre a entendu 62 témoins et admis en preuve 310 pièces à conviction. Le procureur a appelé à la barre 27 témoins, dont 7 en réfutation, et a versé au dossier 93 pièces à conviction. La défense a cité 35 témoins, dont l'accusé, et a versé en preuve 216 pièces à conviction. La Chambre a également admis en preuve le procès verbal du transport sur les lieux effectué par la Chambre pendant 5 jours à la République du Rwanda en mai 2012. Tout au long du procès, les parties ont déposé au total 147 requêtes écrites, dont 47 formées par le procureur et 100 émanant de la défense. Ayant entendu les parties en leur réquisition et plaidoirie les 23, 24 et 25 juillet 2012, la Chambre rend à présent son jugement en l'espèce. Constatation et conclusion juridique. Influence. Le procureur et la défense ont produit de nombreux éléments de preuve sur l'influence exercée par Ngiraba Touré dans la commune de Nyamnyumba et ses environs en 1994. Bon nombre de témoins à charge ont indiqué que Ngiraba Touré était considéré comme un dieu dans la circonscription et l'intéressé lui-même a reconnu qu'il était une personnalité dans la préfecture de Gisenyi. Ayant examiné ces témoignages abondants et considérant les divers postes qu'il a occupés ainsi que la mesure dans laquelle les gens en avaient connaissance dans la commune de Nyamnyumba, la Chambre ne doute pas que Ngiraba Touré était une personnalité influente et bien connue dans la dite commune et ses environs pendant la période des faits pertinents survenus en 1994. Élection de Bagango. Élection de Faustin Bagango. Il est allégué dans l'acte d'accusation qu'en exerçant cette influence, Ngiraba Touré voulait assurer la nomination de Faustin Bagango au poste de bourgmestre de la commune de Nyamnyumba en avril 1994. La défense répond que Bagango avait été légitimement élu au scrutin secret en 1993. Un seul témoin a indiqué que Bagango était devenu bourgmestre en 1994. En revanche, 11 témoins ont affirmé ou laissé entendre que celui-ci avait accédé à ce poste à une date indéterminée en 1993. L'année invoquée est par ailleurs étayée par des preuves documentaires. La Chambre considère que Faustin Bagango est devenu bourgmestre de la commune de Nyamnyumba en 1993. 6 témoins à charge ont convenu qu'une élection avait eu lieu et 9 autres ont affirmé que Bagango avait été soit nommé par Ngiraba Touré, soit élu grâce à l'influence de celui-ci. Le nombre même des témoins ayant tenu un discours identique laisse entrevoir la possibilité que Ngiraba Touré ait soit truqué les élections, soit influencé les électeurs à voter pour Bagango. Cette possibilité est renforcée par les liens étroits qui unissent Ngiraba Touré à Bagango. La Chambre fait toutefois observer qu'aucun de ces témoins n'a fait un récit de première main de l'élection et leurs propos relèvent plutôt d'un mélange de oui-dire, de rumeurs, de spéculations et de déductions. En revanche, 6 témoins à décharge ont dit avoir personnellement participé à l'élection et aucun d'entre eux n'a indiqué qu'elle avait été entachée d'irrégularité ni que Ngiraba Touré y avait exercé une influence indue,
La Chambre conclut que le procureur n'a pas établi sa thèse en ce qui concerne cette allégation. École de Kanyabuhombo. Le procureur allègue qu'au début de 1994, à une réunion tenue à l'école de Kanyabuhombo, Ngirabatware avait dit aux personnes présentes de rechercher et de tuer les Tutsis et y avait distribué des armes. Au sujet de cette réunion, 2 témoins à charge ont fait des dépositions crédibles, fiables et qui se corroborent. Leur relation des faits n'a pas été mise à mal par les preuves produites par la défense. La Chambre conclut qu'au début de 1994, quelques centaines de personnes, dont Ngirabatware, le bourgmestre Bagango et le conseiller Jean Simpunga, avaient assisté à une réunion tenue à l'école de Kanyabuhombo. Ayant présenté les autorités, Bagango avait demandé des armes pour combattre les Nkutaniers. Ngirabatware avait ensuite parlé pendant 1 heure et dans son discours, il avait salué l'énergie de Bagango et la force des miliciens interamwe, affirmant que seul le MRND et la CDR pouvaient préserver les intérêts des Hutus en combattant les Tutsis. Il a également dit à la foule qu'il fournirait des armes. 1 heure environ après la fin de la réunion, Bagango s'était rendu au bureau communal de Nyamnyumba et avait distribué des armes aux chefs des miliciens Interamwe et Impuza Mugambi. Lorsqu'elle a examiné l'allocution publique prononcée par Ngirabatware ce jour-là, la Chambre a relevé que la compréhension que les 2 témoins à charge ont eue de ce discours est qu'il avait pour objectif d'alimenter la haine ethnique entre les Hutus et les Tutsis. Elle considère que le discours haineux est déplorable, quel que soit le contexte, mais en particulier lorsque les tensions ethniques existent déjà et le dit discours vise à les exacerber. Néanmoins, la Chambre rappelle qu'il y a une différence entre la mobilisation de la haine contre un groupe ethnique et l'incitation directe à commettre un acte de violence contre ce groupe. Le discours haineux peut précéder ou suivre directement l'incitation à commettre le génocide, mais ne constitue pas une infraction prévue par la Convention de Genève ou le statut du TPIR. Aussi, la Chambre conclut-elle que Ngirabatware n'a pas directement et publiquement incité à commettre le génocide à travers le discours qu'il a prononcé à l'école de Kanyabuhombo. Le procureur n'a pas non plus prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que Ngirabatware avait distribué des armes lors de la réunion tenue à l'école de Kanyabuhombo, telle qu'alléguée dans l'acte d'accusation. Même si Bagango avait distribué des armes plus tard à un endroit différent, le procureur n'a pas établi que les armes ainsi distribuées avaient servi à tuer les Tutsis dans la commune de Nyamnyumba ou à porter atteinte à leur intégrité. Les éléments de preuve produits n'autorisant pas à établir un lien entre cette réunion et des meurtres ou attaques quelconques perpétrées par la suite, la Chambre juge que la culpabilité de Ngirabatware n'a pas été établie pour génocide ou complicité dans le génocide en ce qui concerne la réunion tenue à l'école de Kanyabuhombo. Discours prononcé au barrage routier et création du groupe de miliciens Interamwe. Selon 2 témoins à charge, après le décès du président de la CDR, Martin Buchana, en février 1994, il y avait eu des manifestations dans la commune de Nyamnyumba, auxquelles Ngirabatware avait assisté, et au cours desquelles il s'était adressé à la foule rassemblée. L'un des témoins à charge a décrit un discours prononcé au barrage routier d'Electrogaz et les 2 témoins ont évoqué le discours de Ngirabatware au barrage routier établi sur la route reliant Chianika à Guissa. Ces témoins ont fourni des récits crédibles et fiables, non remis en question par les moyens de preuve à décharge. Sur la base de ce témoignage, la Chambre conclut, le juge Sekoulé étant en désaccord, que Ngirabatware s'est rendu au barrage routier d'Electrogaz.
400 personnes environ s'y trouvaient et Ngirabatware leur avait dit qu'un seul barrage routier n'était pas suffisant, qu'il fallait en établir un autre pour empêcher les Tutsis de le franchir. Ngirabatware a certes prononcé son discours en public et visait un large auditoire, mais la Chambre n'est pas convaincue que ce discours était suffisamment direct pour constituer une incitation à commettre le génocide. Le procureur a également allégué qu'au début de 1994, Ngirabatware avait créé un groupe de miliciens interamwe et les avait postés à Kitrako afin de capturer et de tuer les Tutsis qui s'enfuyaient au Zaïre. Il ressort de la preuve que le barrage routier de Kitrako avait été établi après le 6 avril 1994, mais la Chambre estime que la conclusion selon laquelle celui-ci a vu le jour suite aux instructions données par Ngirabatware au barrage routier d'électrogaz en février 1994 n'est pas la seule déduction qui puisse raisonnablement être tirée. Rien ne vient étayer non plus l'allégation selon laquelle les Tutsis avaient été capturés et tués à cet endroit ou que Ngirabatware avait participé à la création d'un groupe de miliciens interamwe qui devait y être posté. Cette allégation n'a pas été établie. En ce qui concerne le discours prononcé en février 1994 par Ngirabatware au barrage routier établi sur la route reliant Chianika à Gissa après le décès de Buchiana, la Chambre estime que non moins de 150 à 200 personnes s'y étaient rassemblées. Ngirabatware s'était adressé à la foule à qui il avait dit de tuer les Tutsis. Il avait ensuite remis 50 000 francs à un certain Honoré Ndayamiyemenshi pour que celui-ci achète des armes traditionnelles et ou des boissons. La Chambre ne doute pas que le discours de Ngirabatware devant la foule était un appel objectif et sans équivoque au génocide des Tutsis et qu'il était destiné au grand public. En conséquence, la Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que Ngirabatware a commis le crime d'incitation directe et publique à commettre le génocide à raison du discours prononcé devant la foule rassemblée au barrage routier établi sur la route reliant Chianika à Gissa. Les éléments de preuve produits n'autorisent cependant pas à établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le rôle joué par Ngirabatware au barrage routier d'électrogaz et à celui établi sur la route reliant Chianika à Gissa a contribué à une quelconque perpétration ultérieure des meurtres ou des attaques. Aussi, la Chambre conclut-elle que la culpabilité de Ngirabatware n'a pas été établie pour génocide ou complicité dans le génocide en ce qui concerne les discours qu'il a prononcés et ses agissements à ces barrages routiers en février 1994. Meetings. Turning to Réunion. S'agissant de mars 1994, le procureur allègue que Ngirabatware avait convoqué une réunion au domicile de Chenge, son demi-frère, et une autre au palais du MRND à Gisenyi. Le procureur n'a produit aucune preuve à l'appui de ces allégations. La Chambre conclut donc que celles-ci n'ont pas été établies. Le procureur allègue en outre que Ngirabatware avait convoqué des réunions du MRND dans la commune de Nyamnyumba tout au long du mois de mars 1994. La Chambre considère que Ngirabatware, Bagongo et Simpunga avaient tous pris la parole à une réunion tenue à l'école de Gatunda en mars 1994. Ngirabatware avait dit à la foule que le bon grain devrait être séparé de l'ivraie, ce qui avait été perçu comme un appel à la séparation des Tutsis et des Hutus. Cette réunion n'est toutefois pas mentionnée dans l'acte d'accusation, même si le procureur en avait connaissance plusieurs années avant le dépôt de l'acte d'accusation définitif. La Chambre rappelle que le procureur doit connaître son dossier avant de se présenter au procès et ne doit pas forger sa thèse en fonction de la façon dont se déroule la présentation des éléments de preuve.
Vu l'absence de mention de la réunion tenue à l'école de Gatunda dans l'acte d'accusation ou dans tout document pertinent communiqué par le procureur avant le procès, la Chambre ne s'est pas fondée sur cette réunion pour prononcer une déclaration de culpabilité. La Chambre conclut également des éléments de preuve qu'au début de 1994, Ngirabatware avait participé à une réunion tenue au stade Umuganda au cours de laquelle il avait pris la parole. Ngirabatware avait déclaré que les ennemis du Rwanda étaient les Tutsis résidant hors du pays qui collaboraient avec ceux restés à l'intérieur du pays, les personnes mariées à des Tutsis et les Hutus qui collaboraient avec le FPR. Cette réunion n'a toutefois pas été mentionnée dans l'acte d'accusation. Il y est allégué dans les paragraphes pertinents que des réunions s'étaient tenues dans la commune de Nyamyumba alors que le stade Umuganda était situé en commune de Rubavu. Le procureur n'a pas non plus invoqué cette réunion à l'appui de ses allégations sur les réunions tenues par le MRND en mars 1994. La Chambre n'a donc pas tenu compte de cette réunion pour fonder une déclaration de culpabilité. De même, la Chambre a estimé que Ngirabatware, Bagango, le major Xavier Ouimana et d'autres personnes avaient assisté à un meeting et à une cérémonie de levée des couleurs à Kitrako au début du mois d'avril 1994, avant que l'avion du président Habyarimana ne soit abattu. S'adressant à environ 600 à 800 Interamwe, Ngirabatware leur avait demandé de continuer à gérer les barrages routiers et à effectuer des patrouilles nocturnes afin d'éviter l'infiltration de l'ennemi. À la question posée par le vice-président des Interamwe, à l'effet de savoir comment elle pouvait gérer les patrouilles nocturnes armées de seuls bâtons, Ngirabatware avait répondu que le major Ouimana et lui-même trouveraient une solution à ce problème. Ngirabatware leur avait également promis au moins une arme à feu pour qu'ils puissent tirer en l'air et disperser l'ennemi. Quelques heures plus tard, le major Ouimana s'était rendu au barrage routier situé à Gitsimbi, Kotagarawa, à bord d'un véhicule chargé de cartons et de caisses. Bagango était arrivé et avait déclaré qu'Ouimana avait apporté le matériel promis aux Interamwe plus tôt dans la journée lors de la réunion tenue à Kitrako. Ayant remercié Ouimana, Bagango lui avait demandé d'exprimer également à Ngirabatware leur gratitude. 6 caisses de grenades et des cartons d'armes à feu avaient été distribués au barrage routier situé à Gitsimbi, Kotagarawa. Ces armes avaient par la suite servi à tuer des Tutsis. Ce fait n'ayant pas été articulé dans l'acte d'accusation, la Chambre ne s'y est pas fondée pour prononcer une déclaration de culpabilité. La Chambre abordera à présent les faits survenus à la suite de l'assassinat du président Habyarimana le 6 avril 1994. Elle examinera tout d'abord l'alibi invoqué par la défense, notamment le premier alibi, avant de se pencher sur les allégations formulées par le procureur relativement à cette période. Premier alibi. La défense invoque l'alibi selon lequel Ngirabatware se trouvait à Kigali dans les jours qui ont suivi cet assassinat, à savoir du 6 au 12 avril 1994. En particulier, elle fait valoir que Ngirabatware, sa famille et d'autres personnes s'étaient réfugiés au camp de la garde présidentielle dans la nuit du 6 ainsi que le 7 avril 1994 et qu'ils avaient regagné l'ambassade de France dans la matinée du 8 avril 1994. Le procureur réfute cet alibi, alléguant que les 7 et 8 avril 1994, Ngirabatware était en train de commettre des crimes dans la commune de Nyamyumba. La Chambre rappelle que l'accusé n'est pas tenu de prouver la véracité de son alibi au-delà de tout doute raisonnable, mais il doit simplement présenter des preuves soulevant un doute raisonnable quant à la preuve rapportée par le procureur. La Chambre a examiné l'ensemble des éléments de preuve en gardant à l'esprit ce principe.
Ce faisant, elle considère que les témoins produits par la défense au soutien de la Libye pour la date du 7 avril 1994 ne sont pas crédibles. Leur déposition était émaillée de nombreuses incohérences et contradictions. Compte tenu du fait que la défense n'a pas dûment notifié son intention d'invoquer un alibi en l'espèce, la Chambre considère qu'il est fortement probable que cet alibi ait été adapté pour répondre aux allégations du procureur. Prise dans son ensemble, la preuve produite ne laisse pas entrevoir la possibilité raisonnable que Nguera Batouaré se trouvait à Kigali le 7 avril 1994. S'agissant de la Libye pour la date du 8 avril 1994, la Chambre fait observer que l'ambassade de France à Kigali avait envoyé des télégrammes ce jour-là, ce qui semble indiquer que Nguera Batouaré se serait trouvé à l'ambassade. La Chambre conclut qu'il est vraisemblable que Nguera Batouaré ait pu se trouver à l'ambassade de France vers le début de l'après-midi du 8 avril 1994. Distribution d'armes, 7 avril 1994. Deux témoins à charge ont dit avoir vu Nguera Batouaré dans la commune de Nyamnyumba à différentes occasions, juste avant l'attaque lancée contre Safari Nyambouega, le 7 avril 1994. La Chambre a jugé crédible et fiable leur déposition, estimant qu'elles se corroboraient. La preuve à décharge n'a suscité aucun doute à cet égard. La Chambre conclut que le 7 avril 1994, Nguera Batouaré était arrivé au barrage routier dit de Bruxelles, dans la commune de Nyamnyumba, à bord d'un véhicule suivi d'un deuxième. Il avait demandé qu'on retrouve Bagango et à l'arrivée de celui-ci, il avait dit avoir apporté les armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi vivant à Bruxelles. Nguera Batouaré avait remis 10 machettes à Bagango, qui, à son tour, les avait remises au conseiller Jean Simpunga pour distribution ultérieure. Simpunga avait distribué 9 de ces machettes à des barrages routiers établis dans la circonscription et en avait gardé une pour lui-même. Bagango avait indiqué que le reste des machettes serait acheminé dans d'autres zones de la commune de Nyamnyumba. Plus tard, ce même jour, Nguera Batouaré est retourné au barrage routier de Bruxelles à bord d'un véhicule suivi d'un deuxième. De nombreux miliciens interamoués dont Djouma était présent. Nguera Batouaré a reproché aux interamoués de se contenter de faire semblant de travailler et a accusé Safari de communiquer avec les Inyenzi, entre guillemets. Des armes à feu et des grenades ont été déchargées. Nguera Batouaré s'est ensuite rendu en voiture au barrage routier voisin de Getimbe, Kota-Gerwa, où il a de nouveau convoqué Bagango, qui s'y est présenté immédiatement. Des armes ont été de nouveau déchargées et Nguera Batouaré a expliqué qu'il avait acheminé les armes parce qu'il ne voulait voir aucun rescapé Tutsi dans la commune de Nyamnyumba et a ordonné à Bagango de bien travailler. Nguera Batouaré a également dit à l'intéressé qu'il fallait retrouver et tuer Safari. Peu après, différents interamoués dont Djouma ont attaqué un Tutsi du nom de Safari Nyambouega. Djouma n'était que l'un des nombreux interamoués qui tenaient le tristement célèbre barrage routier de Gitimbe-Kota-Gerwa et qui avait attaqué des civils Tutsis dès le 7 avril 1994. Les témoins étant à charge qu'à décharge ont confirmé que de nombreux autres interamoués, dont Makouzé et Félix Niyon-Niringuiye, s'étaient joints à Djouma pour accomplir ces actes. L'acte d'accusation reproche à Nguera Batouaré d'avoir commis le génocide dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. Toutefois, en ce qui concerne la distribution d'armes le 7 avril 1994, il ressort clairement du paragraphe 16 de l'acte d'accusation qu'il ne lui est reproché que d'avoir incité à commettre
et aider et encourager le génocide. Cette précision indique que le procureur n'impute à Ngiraba Touré aucune autre forme de responsabilité, y compris l'entreprise criminelle commune, à raison de cette distribution d'armes. Il s'ensuit que la Chambre s'est contentée de trancher la question de savoir si, par ses paroles et ses actes ce jour-là, Ngiraba Touré a incité à commettre et aidé et encouragé le génocide. La Chambre est d'avis qu'au moins certaines des armes distribuées par Ngiraba Touré le 7 avril 1994 ont été utilisées par les miliciens interamwe lors des attaques et des massacres. Par ses paroles et ses actes, Ngiraba Touré a à la fois incité et encouragé les interamwe à tuer et contribué de manière substantielle aux attaques et aux massacres ultérieurs des Tutsis dans la commune de Nyamnyumba. L'intéressé savait que les miliciens interamwe qui avaient perpétré ces crimes étaient animés de l'intention génocide. La Chambre en conclut donc, au-delà de tout doute raisonnable, que par ses paroles et ses actes, Ngiraba Touré a incité à commettre et aider et encourager le génocide le 7 avril 1994. La Chambre note par ailleurs la coordination entre, d'une part, les personnalités dont Ngiraba Touré, Bagango et Simpunga, et d'autre part, Juma, Makuze et Niyori Ngiye, qui tenaient le barrage routier de Gitsimbi-Kotagiro ensemble et séparaient les Tutsis pour s'attaquer à eux et les tuer. Au vu de la totalité des éléments de preuve versés au dossier et de la séquence des faits, la Chambre conclut au-delà de tout doute raisonnable que Ngiraba Touré et les autres auteurs étaient animés de l'intention génocide requise. Au vu donc de la totalité des éléments de preuve versés au dossier, la Chambre conclut, au-delà du doute raisonnable, que Ngiraba Touré était parti à une entreprise criminelle commune à laquelle appartenaient également Faustin Bagango, Jean Simpunga, Juma, Makuze et Félix Niyoniringiye. Cette entreprise criminelle commune existait au 7 avril 1994 et ses membres adhéraient au but commun de détruire en tout ou en partie le groupe ethnique Tutsi comme tel et d'exterminer la population civile Tutsi dans la commune de Nyamnyumba. Massacre en exécution d'accords antérieurs. Il ressort de l'acte d'accusation qu'en avril 1994, Ngiraba Touré a incité des miliciens interamwe à rechercher et à exterminer les civils Tutsi dans la préfecture de Gisenyi, en exécution d'accords antérieurs conclus lors de réunions tenues en février et mars 1994. Le procureur n'a produit aucune preuve établissant l'existence de ces accords antérieurs et a abandonné les charges irrelatives après la fin de l'exposé principal de ses moyens. Il n'a non plus présenté aucune réquisition à cet effet. La Chambre constate que le procureur ne s'est pas acquitté de sa charge à l'égard de cette allégation. Fait survenu au domicile d'Alphonse Bananier. Un témoin à charge a expliqué que dans la soirée du 7 avril 1994, elle s'était réfugiée chez Alphonse Bananier lorsque Ngiraba Touré y est arrivé et y a caché 2 caisses d'armes qu'il a par la suite remises à Bagango. La Chambre estime que le récit de ce témoin est généralement crédible et fiable et qu'il n'a nullement été entamé par la preuve à décharge. Faisant fond sur la déposition de ce témoin, la Chambre conclut que dans la soirée du 7 avril 1994, Ngiraba Touré et Bagango s'étaient trouvés au domicile de Bananier. Or, dans une déclaration antérieure à des enquêteurs du tribunal, ce témoin avait évoqué cet incident sans faire état de la présence d'armes, comme l'allègue le procureur. Dans ces circonstances, la Chambre estime qu'il s'agit d'une omission substantielle qui appelle une certaine circonspection. Dans ces conditions,
La Chambre estime que ces éléments de preuve sont insuffisants pour asseoir une conclusion au-delà de tout doute raisonnable au sujet de la présence d'armes au domicile de Bananier dans la soirée du 7 avril 1994. Un autre témoin à charge a soutenu que Ngira Touré était également présent au domicile de Bananier le lendemain, à savoir le 8 avril 1994, vers 14 heures. Bien qu'elle trouve le récit de ce témoin crédible et fiable, la Chambre a également déjà jugé qu'il est vraisemblable que Ngira Touré ait pu se trouver à l'ambassade de France à Kigali vers cette heure-là, ce qui soulève un doute raisonnable sur le fait en cause. Ordre donné aux Interamwe. L'acte d'accusation allait que vers le 7 avril 1994, Ngira Touré a ordonné aux miliciens Interamwe d'enlever toute la saleté d'entre leurs dents et d'arracher toutes les mauvaises herbes du champ de millet. Le procureur n'ayant pas rapporté la preuve de cette allégation, la Chambre estime que ce fait n'est pas établi. Meurtre de Mukaro Gambwa. Il est établi que vers le 8 avril, Félix Niyoniringiye a tué une femme du nom de Mukaro Gambwa. Bien que Niyoniringiye fût parti à la même entreprise criminelle commune que Ngira Touré, ce dernier n'est pas accusé d'avoir commis ce crime. Il est plutôt allégué dans l'acte d'accusation que Ngira Touré a planifié, incité à commettre, ordonné et aidé à encourager ce meurtre à travers la liste qu'il avait dressée des Tutsis à exterminer. Le procureur n'ayant pas prouvé que Ngira Touré a participé à l'établissement de listes de Tutsis vouées à l'extermination, la Chambre ne peut conclure que l'intéressé s'est rendu responsable du meurtre de Mukaro Gambwa. Viol. Deux témoins à charge ont déclaré que Juma et Makouzé ont violé la femme Tutsi visée au paragraphe 63 de l'acte d'accusation. Ce récit a été corroboré par un troisième témoin à charge. Sur la foi de leur déposition, la Chambre ne doute pas que Juma et Makouzé ont enlevé la femme Tutsi en question environ 7 jours après la mort du président Habyarimana, qui l'ont emmenée dans une bananeraie voisine et qui l'ont violée. 3 jours plus tard, Juma et Makouzé sont revenus, l'ont ramenée à la bananeraie et l'ont de nouveau violée. Les auteurs de ces actes de viol avaient conscience qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'attaques généralisées et systématiques dirigées contre une population civile. La Chambre en conclut que le viol reproché à l'accusé est constitutif de crimes contre l'humanité. Comme la Chambre l'a déjà relevé, Juma et Makouzé étaient partis à la même entreprise criminelle commune que Ngira Touré. Bien que le dessein commun fut de détruire et d'exterminer les Tutsis, la Chambre estime que le fait qu'au moins certains membres de l'entreprise criminelle commune commettraient des actes de viol et des agressions sexuelles était une conséquence naturelle et prévisible. Ngira Touré avait subjectivement conscience de ce risque et il l'a volontairement pris en distribuant des armes dans la commune de Nyamnyumba et en encourageant les miliciens Interamwe à tuer les Tutsis. En conséquence, la Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que Ngira Touré a commis le viol constitutif de crime contre l'humanité en engageant sa responsabilité pénale à ce titre à travers la forme élargie de l'entreprise criminelle commune. Le procureur allègue en outre que 2 femmes Tutsis visées au paragraphe 61-62 de l'acte d'accusation ont également été violées par des Interamwe vers le mois d'avril 1994. Un témoin à charge a indiqué que la victime présumée, visée au paragraphe 61 submentionné, avait été violée, mais a dit ignorer quand cela s'était produit sans donner de plus amples détails. Aucun témoin n'a déclaré que la victime visée au paragraphe 62 avait été violée. La Chambre conclut que le procureur n'a pas établi ces allégations au-delà du doute raisonnable.
Distribution de machettes, mi-avril 1994. Selon le procureur, à la mi-avril 1994, Ngirabatore a ordonné à Bagango de distribuer des machettes aux assaillants. À l'appui de cette allégation, il invoque le même élément de preuve que celui tendant à établir la distribution d'armes du 7 avril 1994. La Chambre estime que la preuve de ce fait n'a pas été rapportée. Meurtre de 10 Tutsis. Le procureur soutient qu'à la mi-avril 1994, Ngirabatore a encouragé et incité publiquement des miliciens interamwe à tuer 10 Tutsis, dont une dame du nom de Nyamunini. Cette allégation a été corroborée par le récit de seconde main d'un seul témoin à décharge. En croire d'autres témoins à charge, cette dame est morte avant 1994. La Chambre estime donc que le procureur ne s'est pas acquitté de son fardeau à l'égard de cette allégation. Réunion au domicile des parents de Ngirabatore. Le procureur soutient par ailleurs que Ngirabatore a convoqué 3 réunions au domicile de ses parents à la mi-avril, à la fin du mois d'avril et à la fin du mois de mai, et qu'il a remis des grenades aux miliciens interamwe qui s'étaient réunis au domicile de ses parents à la mi-avril 1994. Un témoin à charge a déposé au sujet de 2 réunions tenues en ce lieu vers le début et la mi-mai 1994. En ce qui concerne la première réunion alléguée, le témoin a affirmé n'y avoir pas vu Ngirabatore, mais qu'elle pouvait l'entendre parler, sans toutefois dire sur quelle base elle était en mesure de reconnaître la voix de l'intéressé. Faute d'éléments de preuve de nature à corroborer ce récit, la Chambre ne peut conclure que Ngirabatore a pris la parole et qu'il était présent à la réunion en question. S'agissant de la deuxième réunion alléguée, ce témoin n'a fourni que des preuves par ouï-dire qu'elle tenait d'un interamwe qui a déclaré avoir participé à l'attaque contre Nyamunini. Cette preuve manque de détails et n'a pas été corroborée. La Chambre en conclut donc que ces allégations n'ont pas été établies au-delà de tout doute raisonnable. Deuxième et troisième alibi. La Chambre examinera à présent la défense d'alibi pour la période du 23 avril au 23 mai 1994. La défense soutient que durant cette période, Ngirabatore ne se trouvait pas au Rwanda, mais qu'il séjournait ou était de passage au Zaïre, au Cameroun, au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, au Swaziland, en Afrique du Sud, en Zambie et au Kenya. En plus des dépositions de témoins, la défense se fonde sur des moyens de preuve documentaires, notamment le passeport de Ngirabatore. Le procureur fait valoir que ce passeport contient de faux cachets et de faux visas et s'appuie sur la déposition du témoin à charge cité en réplique. La Chambre émet de fortes réserves à l'égard de la crédibilité et de la fiabilité du récit de ce témoin et note que nombre d'incohérences et d'irrégularités apparaissent dans le passeport. Elle estime que la déposition du témoin des charges n'est pas crédible et relève que la défense n'a pas déposé de notification d'alibi pour la période en question, et ce, en violation du règlement de procédure et de preuve. En revanche, le procureur a présenté des éléments de preuve crédibles et convaincants en réplique tendant à réfuter l'alibi. Ayant évalué la crédibilité de l'ensemble des éléments avancés au soutien de la Libye, la Chambre estime qu'ils sont peu crédibles et peu probants pour établir raisonnablement la véracité de la Libye pour l'ensemble de la période allant du 23 avril au 23 mai 1994. Toutefois, elle considère qu'il est vraisemblable que Ngirabatore ait pu se trouvé hors du Rwanda à un moment donné durant la période en question. S'agissant du troisième alibi,
invoqué pour la période du 23 juin au 3 juillet 1994, la Chambre relève que le procureur n'a présenté aucun élément de preuve en rapport avec la période en question. Cela étant, la Chambre juge qu'il n'y a pas lieu d'évaluer le caractère vraisemblable de l'alibi. Fourniture d'un véhicule aux miliciens Interamwe. Selon le procureur, vers fin avril 1994, Ngirabatware a fourni un véhicule aux miliciens Interamwe, facilitant ainsi leur déplacement vers les sites de massacre. À l'appui de cette allégation, le procureur invoque les récits de 3 témoins à charge. Après avoir examiné leur déposition, la Chambre estime qu'il apparaît clairement qu'aucun de ces récits n'est de nature à étayer cette allégation. Le procureur ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombe en ce qui concerne cette allégation. Distribution d'armes, mi-mai 1994. Toujours selon le procureur, Ngirabatware et d'autres personnes se sont servis de 2 camions Benz et d'une camionnette de type pick-up de marque Toyota pour transporter des armes et des munitions dans la préfecture de Gisenyi à la mi-mai 1994. La Chambre constate que le dossier ne contient aucun élément à l'appui de cette allégation. Le procureur n'en a non plus invoqué. Il s'ensuit que ce fait n'a pas été établi. Barrage routier dit de Bruxelles. Le procureur allègue en outre qu'à la fin du mois de mai 1994, Ngirabatware a distribué des fusées au barrage routier de Bruxelles et qu'il a dit aux Interamwe qui s'y trouvaient de tuer les Tutsis. Cependant, aucun élément de preuve à charge n'a été produit au soutien de cette allégation. Un témoin à charge a déclaré avoir vu Ngirabatware environ 1 mois après la mort du président dans la zone de Bruxelles. Il affirme avoir vu Ngirabatware se tenant près de la route en compagnie d'un groupe de personnes qui ne faisaient rien d'inhabituel. Cet élément ne suffit pas pour étayer la thèse du procureur sur ce point. Extermination. La Chambre fait observer qu'elle a déjà dégagé un certain nombre de conclusions au-delà de tout doute raisonnable. Toutefois, aucun de ces faits n'a été plaidé au soutien du chef d'extermination constitutive de crimes contre l'humanité. Verdict. Par les motifs exposés dans le texte intégral du jugement et après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve et des arguments dont elle a été saisie, la Chambre de première instance, à l'unanimité, déclare Augustin Ngirabatware. Chef 1. La Chambre note que le chef d'entente en vue de commettre le génocide a été retiré par le procureur. Chef 2. Coupable de génocide pour avoir, par ses paroles et ses actes, ainsi que par la distribution d'armes le 7 avril 1994, incité à commettre, aider et encourager les attaques et les meurtres de Tutsis dans la commune de Nyamnyumba. Chef 3. La Chambre rejette le chef de complicité dans le génocide au motif qu'il est plaidé à titre subsidiaire. Chef 4. Coupable d'incitation directe et publique à commettre le génocide pour ses propos incitant à tuer les Tutsis au barrage routier situé sur la route Chanika-Giza en février 1994. Chef 5. Non coupable d'extermination constitutive de crimes contre l'humanité. Chef 6. Coupable de viol constitutif de crimes contre l'humanité pour avoir perpétré à travers une entreprise criminelle commune, notamment dans sa forme élargie, le viol répété de la femme Tutsi identifiée au paragraphe 63 de l'acte d'accusation.
Pour ce qui est de la détermination de la peine, la Chambre a pris en considération les circonstances particulières aggravantes et atténuantes d'Augustin Guirabatouari. Elle rappelle également que la gravité de l'infraction est le facteur décisif en matière de détermination de la peine. Ces éléments sont exposés avec tous les détails nécessaires dans le texte intégral du jugement. La Chambre peut, à sa discrétion, imposer une peine unique et elle a choisi de le faire en l'espèce. Augustin Guirabatouari, levez-vous pour le prononcer de la peine. Augustin Guirabatouari, la Chambre vous a déclaré coupable de génocide, d'incitation directe et publique à commettre le génocide et de viol constitutif de crimes contre l'humanité. Au regard de ces crimes et prenant en compte toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, la Chambre vous condamne à 35 ans d'emprisonnement. 35 ans d'emprisonnement. Augustin Guirabatouari verra la durée de sa détention provisoire qui a commencé depuis son arrestation le 17 septembre 2007, déduite de la totalité de sa peine, et sera maintenu en détention sous le régime qui est actuellement le sien jusqu'à son transfèrement vers le lieu de son emprisonnement. Conclusion. C'était là le résumé du jugement portant condamnation en l'espèce. Ce procès est à présent terminé. La Chambre remercie tous ceux qui ont participé. L'audience est levée. All rise.